On a bien rigolé, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de vidéo, mais on en a à peu près rien à foutre car peu importe la fréquence, ce qui vous intéresse c'est d'avoir un enculé qui positionne sur son micro à force de gueuler dessus comme un attardé. Là on s'est exprimé. Tout en ayant des arguments construits, vérifiables et intestables que vous pourrez ressortir à table quand votre connasse de tante se servira d'un vin bien trop cher pour elle, tout en vous expliquant que le problème aujourd'hui c'est que les jeunes ne sont plus écoutés et que l'école c'est difficile. On passe tout de suite à l'intro. On n'a pas d'intro car pas de budget. Je vais vous présenter le sommaire de cette vidéo, alors accrochez-vous. On va partir d'un constat simple. Le niveau scolaire en France est exécrable, et vous allez voir que c'est bien plus intéressant que ce que vous pensez. Vous constaterez les conséquences de cette éducation, et en quoi au-delà de repousser l'âge adulte, elle crée des adultes immatures. Ouais, c'est pas faux. Bon et bien sûr, on parlera des profs. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Sortez les bouteilles d'oxygène et les appareils d'assistance respiratoire. Éloignez les asthmatiques, révisez les méthodes de massage cardiaque. Car aujourd'hui on va voir comment l'école est devenue une garderie au lieu de former nos jeunes génies. On va voir comment des milliards d'euros et 1 million de personnes peinent à transmettre les bases des matières essentielles. Les gars ils sont pas fiables. Pas comme si l'éducation nationale avait coûté 59 milliards en 2023 pour que nos étudiants ne sachent ni écrire ni calculer. Et attention, je parle pas d'écrire de la grande littérature, je parle simplement d'écrire sans faute. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce que je dois savoir sur la... Ça veut rien dire ça. Je ne parle pas non plus d'analyser la topologie des espaces vectoriels, je parle simplement de calculer la consommation moyenne de leur voiture de clochard. Clio blanche. La seule chose que nos jeunes diplômés savent faire, c'est estimer leur probabilité d'aller à Pôle emploi. Ou pardon, France Travail, car nous sommes dans un pays qui a tellement d'argent qu'il peut se permettre de dépenser dans un changement de nom et de logo qui me donne envie de me laver les yeux à l'eau de Javel. Comment ça, mon ref? Bon, comme promis, nous allons commencer par un état des lieux sérieux et objectif du niveau catastrophique de nos élèves. Ça c'est sûr, le bac c'est des sacrés souvenirs. Hein. Vous connaissez peut-être le classement PISA, piloté par l'OCDE, il mesure et compare l'efficacité des systèmes éducatifs de plus de 80 pays. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, la France on est bidon, on est derrière plein de pays, dont par exemple la Lituanie, alors j'ai rien contre eux, mais putain, on sait même pas les placer sur une carte. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ta gueule! On est aussi derrière la Pologne, donc le pays champion du monde de mise en ligne de vidéos pixelisées de polonais bourrés au 3ème degré nous met la piquette. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise rien. En fait c'est simple, il y a 3 matières étudiées, mathématiques, lecture et sciences. Les résultats sont en baisse dans les 3 et n'ont jamais été aussi bas. Les maths sont la discipline la plus étudiée cette année et la baisse est sans précédent. Alors accrochez-vous bien car au-delà de cette analyse de surface, nous allons plonger dans les abysses. J'ai eu l'intégralité du rapport. Mon objectif est simple, me taper le truc chiant pour agréger l'information et vous mettre en lumière les parties intéressantes. Nous allons par exemple étudier l'impact de différents facteurs comme l'immigration ou les différences entre sexes. Mais avant tout, sachez que l'étude est menée sur des jeunes de 15 ans. Donc par exemple, quand je vais vous dire que 29% n'ont pas réussi à atteindre le niveau 2 en maths, ça veut dire que presque un jeune de 15 ans sur 3 ne sait pas comparer la distance totale entre 2 itinéraires ou convertir des prix dans une autre devise. Le type est à 3 ans du droit de vote, il a passé 5 jours sur 7 à l'école toute sa misérable vie et il ne sait pas convertir 50 cm en mètres. Donc cet enculé il casse les couilles à tout le monde avec sa mobilette qui fait plus de bruit que sa mère qui se fait enculer. Et par contre, tu lui demandes 20 centilitres de lait, il commence à bégayer gentiment et à parler chinois comme s'il avait fait LV2 mandarin, option cours renforcé du vendredi soir, pendant que sa mère la pute sucer des bites pour lui payer son scooter dont il saura même pas calculer la consommation moyenne. C'est enculé. Bref, la suite est presque plus grave. En lecture, on a que 7% des élèves qui savent établir une distinction entre faits et opinion. Oh, comme c'est bizarre. Donc sur une classe de 30, il n'y a que 2 personnes qui savent faire la différence entre l'eau bout à 100 degrés et les pâtes sont meilleures al dente. Tous les autres ne savent pas lequel est un fait et lequel est une opinion. Alors ne vous y trompez pas, leur niveau de français est approximatif, mais ils sont tous bilingues en wesh wesh et quoi coubé. Wesh, 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 wesh. Wesh, wesh, wesh. Intéressons-nous maintenant aux différences de résultats entre les plus favorisés et les plus défavorisés. L'écart est stable depuis 2012. Les étudiants favorisés socio-économiquement ont obtenu un score en maths plus élevé de 113 points. L'écart moyen dans les pays de l'OCDE est de 93. Seulement 7% des plus défavorisés ont pu atteindre l'excellence en mathématiques contre 10% dans l'OCDE. Alors loin de moi l'idée de faire le gauchiste et cervelé, mais même l'objectif d'égalité des chances, l'école française n'y arrive pas. Attardons-nous maintenant aux différences filles-garçons. Alors forcément, en 2024, oser prononcer différences filles-garçons, normalement je risque la perpétuité avec comparaison immédiate sans passer par la case départ. Pour autant, il y a des différences de résultats et c'est pas moi qui les crée. Oui, faut le savoir, hein. Je vais vous sortir pas mal de chiffres, mais vous allez voir, c'est intéressant, surtout pour vous mesdames. Commençons par les mathématiques. En France, à 15 ans, les garçons battent les filles avec 10 points de plus. Dans 40 pays, les garçons surperforment par rapport aux filles. Dans 24 pays, il n'y a pas de différence significative et dans 17 pays, ce sont les filles qui sont meilleures. En bref, les garçons sont meilleurs en maths, mais pas de victoire écrasante. Parlons de la lecture. Et là, désolé pour le FC homme, mais soit faut qu'on se ressaisisse, soit faut arrêter de confondre identité de genre et expression de genre. Ferme ta gueule! Putain, on t'a pas sonné le barbu ascendant règle douloureuse. Bon, je disais, bravo mesdames, les filles battent les garçons de 20 points en lecture. Ça, c'est les résultats en France. Mais dans le monde, la tendance est la même. Les filles mettent les garçons à l'amende dans 79 pays sur 81. Donc avec les critères académiques, les filles sont bien meilleures. En opposition avec la vraie vie, il faudra m'expliquer pourquoi il n'y a aucune femme PDG dans le CAC 40. Je vous laisse donner vos arguments et réponses à cette question putaclic en commentaire afin d'augmenter mon référencement. Dans cette vidéo, je n'essaierai pas de trouver d'explication, à moins que quelqu'un ait une idée rapide. Ah, oui, monsieur, vous voulez vous exprimer? La place de la femme c'est à la cuisine! Bon ok, cette opinion n'engage que vous. Ta place à la cuisine! Oui bon, c'est bon, on avait compris la première fois. Ta place c'est à la cuisine! C'est tout. Bon, et pour finaliser l'étude des différences entre sexes, sans surprise, il y a plus de garçons dans les pires performances en lecture et dans les top performances en maths.
Quel est l'impact de l'immigration sur les résultats scolaires? Définissons déjà ce qu'est un étudiant immigré dans l'étude PISA. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai pondu cette définition, c'est celle de l'OCDE. Un étudiant immigré, c'est tout simplement un... Un étudiant immigré, c'est tout simplement un jeune dont les parents ne sont pas nés en France. Donc tes parents sont nés au pôle Nord et toi en France, t'es considéré comme issu de l'immigration dans ce test. Premièrement, la part d'étudiants immigrés est en légère hausse entre 2012 et 2022, passant de 15 à 16%. Sur ces 16%, un tiers sont nés dans un autre pays et 19% sont arrivés après 12 ans, donc après avoir fini les classes élémentaires dans un autre système d'éducation. Deuxièmement, et sans surprise, les étudiants immigrants ont tendance à avoir un profil socio-économique plus défavorisé. En tout, 25% des étudiants sont considérés comme défavorisés, dont 48% qui sont issus de l'immigration. En outre, 48% des étudiants immigrés déclarent parler une autre langue que le français à la maison. Wesh. Quelles sont les conséquences de ces chiffres? Quels sont les résultats des élèves immigrés par rapport aux non immigrés? Encore une fois, sans surprise, les étudiants non immigrés ont des scores plus élevés. Ils obtiennent 51 points de plus en maths et 52 points de plus en lecture. Mais une comparaison limitée aux critères de l'immigration est un peu légère. Pour être plus sérieux, intéressons-nous également aux statistiques ramenées à profit socio-économique équivalent. Avec ces paramètres, l'écart diminue à 17 en maths et 16 points en lecture. Bon, j'ai pas envie que ma chaîne saute, donc je vais pas faire trop de blagues sur les résultats des immigrés. Non, je déconne, je vais faire plein de blagues et surtout plein de raccourcis. Déjà, je vais amalgamer tous les immigrés à des arabes, ce qui va me permettre de demander à Mehdi, Younes et Ryan pourquoi ils sont bidons en maths alors qu'ils sont les premiers à nous rappeler qu'on utilise des chiffres arabes. Après, il faut pas être trop dur avec eux, ils souffrent certainement de dyscalculie puisque chaque 1v1 finit en 1v12. Alors là, je sais qu'il y a plein de babtous fragiles qui rigolent derrière leur écran. Ah, il a dit arabe. Sauf qu'espèce de sombre merde, pendant que tu t'astiques le manche avec frénésie, Jean immigré il connaît certainement déjà 2 langues et 2 cultures. Alors il en fera peut-être de la merde, mais toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais? T'es passé ceinture noire sur League of Legends pour enculer, va. Ensuite, j'ai encore plein de données sur la vie à l'école, mais j'ai pas envie de vous saouler avec trop de chiffres. Globalement, retenez que 1 élève sur 4 se sent mis à l'écart, plus de 4 élèves sur 10 admettent ne pas écouter ce que dit l'enseignant, 13% des élèves ont déclaré ne pas se sentir en sécurité sur le chemin de l'école, 24% des filles et 20% des garçons ont déclaré avoir été victimes d'actes d'intimidation au moins quelques fois par mois. Bref, cette étude formalise que n'importe quel Gérard bourré au PMI pourrait dire, le niveau est catastrophique et ne l'a jamais autant été. Beaucoup d'élèves se sont exclus, leur sécurité et attention sont aussi basses que leur niveau, mais contrairement à Gérard, ici l'étude statistique est sérieuse et ses conclusions vérifiables. Car je le rappelle, un fait et une opinion sont différents. Jusqu'à présent, vous étiez comme Gérard, vous aviez le sentiment que le niveau était catastrophique, mais maintenant vous savez que ce n'est pas qu'une opinion, mais un fait. Nous allons bientôt passer au sujet suivant, c'est-à-dire la variante de l'espèce humaine qui adore rendre des copies après la sonnerie, avec une haleine de café filtre bu dans un gobelet en carton recyclable et compostable, bien qu'il finira au fond de la poubelle de la salle de pause, salle dans laquelle ils passent leur temps à raconter leur vie de merde ou à parler de leurs élèves, et de comment le petit Brandon est prometteur depuis qu'il a participé à 3 courses sur 12 cette semaine. J'ai nommé, mesdames et messieurs, les profs. Mais avant de ça, parlons rapidement du lien entre investissement financier et qualité d'éducation. 120 secondes, ça fait 1 minute 20. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les performances éducatives ne sont liées au budget que jusqu'à un certain niveau. Autrement dit, plus on investit d'argent dans l'éducation, plus le niveau des élèves augmente. Ce qui est logique. Mais attention, à partir d'un certain montant, la qualité d'utilisation et la façon dont cet argent est utilisé a plus d'impact. Ce qui veut dire que si tu donnes plus d'argent mais que cet argent est mal dépensé, tu auras quand même des résultats de merde. Bon, normalement, là tu sens venir la douille. Le montant qui détermine la limite de corrélation entre investissement et résultat est de 75 000 $ de dépenses cumulatives par élève sur toutes les années d'enseignement entre 6 et 15 ans. En France, nous sommes à 109 600 $, soit presque 50% de plus. Pour le dire simplement, si on est mauvais, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, mais parce que l'argent n'est pas bien dépensé. La loose. Ah, les profs. Heureusement que certains sont excellents et parviennent à inspirer curiosité et admiration, parce que globalement, c'est quand même des sacrés fils de pute. Déjà, je vois un problème simple. En principe, si tu bouffes un truc dégueulasse, tu le recraches et t'en manges un autre. J'ai des potes ici qui ont mangé des trucs qui étaient pas au menu, hein, je peux te dire. Hein. Et ce principe fonctionne avec beaucoup de choses. Par exemple, si ton coiffeur ne sait pas bien coiffer, tu vas chez un autre. C'est ce qu'on appelle la compétition. Face à une multitude d'options, tu prends celle qui te semble mieux. Chaque acteur est challengé par son secteur, donc le coiffeur va essayer de te coiffer le mieux possible, d'être à l'heure, d'avoir des prix attractifs, etc., etc. Son objectif est d'avoir de la clientèle et toi d'avoir un service de qualité. Sauf qu'avec l'école, t'as pas le choix. Il n'y a pas de compétition. D'une part, il n'y en a qu'une, c'est celle de la République. Alors ça a des avantages, par exemple elle est gratuite. Enfin rien n'est gratuit, mais disons que tu ne la payes pas directement. Et d'autre part, les profs bidons restent profs. Si ton prof est claqué, tu peux pas en changer comme tu changerais de coiffeur. Alors en principe, le tri est censé être fait en amont. C'est ni à toi ni à ton petit cousin de 6 ans de savoir ce qu'est un bon prof. Les personnes qui arrivent devant les élèves ont été sélectionnées et donc devraient tous être compétents. Sauf qu'en pratique, en 2022, il y avait 4000 postes vacants. Alors je vais vous poser la question, comment ne garder que les meilleurs si en prenant n'importe qui, il manque déjà du monde? Comment veux-tu sélectionner le meilleur coiffeur autour de chez toi s'il n'y en a qu'un? Au final, tu te retrouves à agir de la même façon avec l'école que tu le fais avec les meufs, tu prends ce qu'on te donne, tu fais avec et surtout tu fermes ta gueule. On rigole bien, mais du coup il semblerait qu'on manque de profs. Pourquoi? Bon, comme tout le monde, une des raisons pour lesquelles les profs donnent des cours plutôt que de vivoter comme lorsqu'ils étaient étudiants, l'époque où ils passaient 10% de leur temps à suivre des cours dispensés par l'université claquée, 30% à faire des fiches pour donner bonne conscience et le reste à avoir des vies de merde remplies de pain tiède, clopes roulées et soirées sur la béquille car aucune fille ne voulait de leur gueule de puceau attardé, accompagné d'un corps illustrant parfaitement la symbiose entre un tronc d'obite, des membres d'arachnides et une tête de marcheur blanc. Et bah ces enculés, comme 90% des gens, une des raisons pour lesquelles ils bossent, et c'est bien normal, c'est l'argent. Remontons dans le temps, en 1980, un prof commençait sa carrière à 2,5 fois le SMIC. Proportionnellement, il devrait toucher aujourd'hui
3500 € net par mois. Dernièrement, les profs ont été augmentés, échelon 2 ils touchent 2121 € net par mois. Ce salaire, c'est celui des professeurs des écoles et du secondaire, c'est-à-dire collège et lycée. Les profs qui ont réussi le concours de l'agrégation s'en sortent mieux avec un échelon 2 à 2344 €. Alors là, il y a deux écoles, soit vous dites putain ils sont bien payés ces enculés par rapport au travail qu'ils font, surtout si on mesure le travail avec les résultats, soit vous vous dites c'est sûr que si le salaire est mauvais, les meilleurs profils auront tendance à se diriger vers d'autres carrières que l'enseignement afin de gagner plus d'argent. J'ai envie de vous dire, dans les deux cas, vous n'avez pas tout à fait tort. Car gagner 2121 € net par mois, c'est déjà beaucoup au vu des résultats de leurs élèves. Surtout que je simplifie grandement le salaire. En réalité, il y a des primes possibles pour des raisons diverses et variées. Par exemple, pour bénéficier de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, il suffit globalement que Monsieur Trou du Cul participe au conseil de classe. Résultat, plus 104 € chaque mois. Pour continuer d'engranger de la thune, Monsieur Trou du Cul peut également être professeur principal, ou tutorer Monsieur Trou de Balle afin qu'il devienne un bon professeur. Vu comme ça, ils sont très bien payés. Mais d'un autre côté, on est censé parler de personnes compétentes, qui ont au moins bac+5, qui ont passé des concours, puis des gens à qui on confie nos enfants tous les jours. Alors je sais pas vous, mais sur le principe, on préférera toujours confier ses enfants à quelqu'un qui a les compétences de gagner 10 000 € par mois, plutôt qu'à quelqu'un qui a à peine les compétences requises pour s'inscrire à la CAF. Surtout quand l'objectif est de transmettre. Donc si je résume, on manque de profs, mais vu le niveau des élèves, on manque surtout de profs compétents. La première piste de réflexion, c'est porter sur le salaire. Et bien qu'on ait observé un rythme de vie confortable avec les salaires de 2024, ils ne sont pas non plus transcendants. Pour autant, je ne peux pas affirmer que ce soit la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à avoir des profs compétents. Si tu n'enseignes pas pour l'argent, tu le fais pour le plaisir. C'est un peu comme les meufs. Certaines postent sur OnlyFans contre de l'argent et d'autres à moitié à poil sur Insta pour rien du tout. Juste pour le plaisir d'être des putes. Que ceux qui savaient pas bander, ils ont vite appris. Bon, globalement, lorsqu'on travaille, c'est pour plusieurs raisons. Évidemment pour gagner sa vie, mais aussi pour exister socialement, avoir un statut. On travaille également pour rencontrer des gens, mais ce qui va m'intéresser, c'est la dernière raison. On travaille pour faire quelque chose qui nous intéresse. Construire, réparer, soigner, inspirer ou encore transmettre. Dit autrement, une des raisons qui peut motiver les profs à travailler, c'est la satisfaction qu'ils éprouvent à exercer leur métier. D'après l'enquête Thalys de 2018, 8 profs sur 10 expriment une perception positive de leur environnement de travail. Alors ça paraît beaucoup, mais j'ai voulu le comparer avec les autres professions, car si elles sont à 10 sur 10, ça fait relativiser. Et bien devinez quoi ? En fait les profs sont la profession où la satisfaction au travail est la plus grande. Devant les cadres, journalistes, ingénieurs, artisans, ouvriers, militaires, bref, devant tout. Donc si je résume, en essayant de rester calme, les profs sont ceux qui sont le plus contents de leur travail, tout en ayant les pires résultats, puisqu'à 15 ans, la plupart des jeunes ne savent ni compter ni écrire convenablement. Et l'association de ces deux éléments ne choque personne. 12 ans à l'école. Est-ce que vous imaginez un maçon bosser 12 ans et à la fin vous dire « Ah désolé, j'ai pas fini la construction et puis les fondations sont bancales ». Est-ce qu'en plus t'imagines cet enculé te dire « Ah mais tu sais, c'est pas facile, hein, il faut préparer les cours et puis aussi corriger les contrôles, hein. Et en plus cette année, mes 16 semaines de vacances tombent sur 5 jours fériés, non mais t'imagines le manque à gagner toi ?» Ferme ta gueule ! Tu mérites d'être balayé, frotté contre le sol des chiottes comme la serpillière à merde que tu es. Personne ne percute que s'ils sont si heureux au boulot parce qu'ils n'en branlent pas une. Évidemment que si tu n'as aucune pression de résultat, tu peux réitérer le même cours bidon qui ne fait rien apprendre à personne sur 18 générations. Évidemment que tu es heureux au boulot, parce que quand tu fais de la merde, tu n'as aucune conséquence. Encore une fois, imaginez un médecin qui ne soigne pas, un architecte qui ne construit pas, un boulanger qui ne fait pas de pain, c'est ridicule. Mais alors pourquoi on tolère un prof qui n'enseigne pas ? On l'a vu éprouver avec la première partie de vidéo. Le résultat est bidon. Bidon, vous comprenez ? Bon, je vais me calmer car objectivement, les profs ne sont pas le seul rouage de la machine éducative française. Quelque part, ils sont que la première ligne, le front. Puis il faut voir les demeurés qui se tapent en face. Concrètement, ça te fait quoi comme opération ? Alors, ça rien, quoi, Reprenons notre analyse de la satisfaction professionnelle des profs. On constate que la courbe n'est pas constante en fonction de l'ancienneté. Les meilleures notes sont obtenues en début de carrière. Certainement car à ce moment, ils sont tout contents d'exister socialement, d'avoir un statut. Oui, mais tu comprends, y a rien de plus beau qu'un enfant qui apprend, qu'un enfant qui grandit grâce à tes enseignements. Arrête de t'inventer une vie, la seule chose que tu transmets, c'est comment rater sa vie, la trilogie Double Deluxe rééditée et remasterisée. À part tes valeurs gauchistes et tes aisselles dans ta chemise à carreaux, rien ne transpire de tes cours. Tes élèves ne savent faire qu'une seule chose, c'est apprendre sans comprendre pour tout oublier. D'ailleurs, vu la courbe, tu t'en rends toi-même compte au bout de 2 ans. Et si on continue, on s'aperçoit qu'au bout de 30 ans, il y a un rebond de satisfaction. Il y a deux possibilités. Soit au bout de 30 ans d'expérience, ils ont masterisé le sujet, soit au bout de 30 ans, ceux qui n'aimaient pas sont partis depuis longtemps, laissant la place et le vote à ceux qui aiment et qui mathématiquement augmentent la note. On remarque également une grosse différence entre le premier et le second degré, soit entre le collège et le lycée. Il est peut-être plus facile de canaliser des ados prépubères que des jeunes adultes, bien que l'ensauvagement commence de plus en plus tôt. D'après des forums de profs, il y aurait une évolution des élèves vers le moins bon. Alors j'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'un forum ne représente pas tout un pays. Néanmoins, si nos sens nous disent quelque chose et que certains profs le disent aussi, on peut se demander si ce n'est pas vérifiable. Les élèves seraient de plus en plus agités, bruyants et centrés sur eux-mêmes. Au-delà, il y aurait de plus en plus d'élèves à problème. Si c'était vrai, ce ne serait que le reflet de la société qui est elle-même en perdition. Alors relativisons, évidemment que le travail de prof n'est pas que jouer et volupté, mais comme je l'ai dit, ils sont la première ligne du système d'éducation. Si le système est malade, c'est aussi à eux de le dénoncer, ça fait partie de leur responsabilité. À la place de ça, ils font grève pour augmenter les salaires. Donc évidemment, si on attend d'eux de trouver des solutions pour améliorer l'enseignement, on risque d'attendre longtemps. Loin de dénoncer le système, ils en sont complices. Bien loin de soigner l'institution malade, ils collaborent, ne voyant pas plus loin que leur petite personne et leur intérêt à court terme. Et c'est triste, car en réalité, le métier d'enseignant est magnifique. Mais force est de constater que tout baisse. Le niveau des élèves, leur implication et leur sérieux. La seule chose qui monte, c'est le nombre de bac+5. Florian, qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je fais des études.
Ça ne vous aura pas échappé, il y a de plus en plus d'étudiants en études supérieures. Et bien qu'on puisse au premier abord le considérer comme une bonne nouvelle, il s'agit pour moi d'une façon de repousser l'âge adulte et les responsabilités qui vont avec. En 1960, nous avions 310 000 étudiants. En 2010, 2 319 000. En 2022, 2 935 000. Je vous laisse admirer la courbe, on sera bientôt à 3 millions. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En 2022, on a 68 millions de Français, 16 millions de jeunes étudiants ou à l'école, 15 millions de retraités, 2 millions de chômeurs pour 30 millions de personnes actives, et le reste, j'en sais rien. Bon là, normalement, ça vous saute aux yeux, il y a plus de la moitié de la population qui ne produit rien, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant parce que ce n'est pas le sujet, je vous le fais juste remarquer. Je vous disais que le nombre d'étudiants ne fait que grimper. Alors il ne faut pas non plus oublier que la démographie augmente elle aussi, mais ce n'est pas le seul facteur qui l'explique, puisque la proportion d'étudiants augmente. Vous vous dites super, on a plein d'étudiants, dans quelques années nous aurons plein d'ingénieurs, plein de médecins, plein d'architectes. À mort de rire. Vous savez quelle est la discipline la plus représentée à l'université en 2018? Les sciences humaines et sociales, avec 305 000 étudiants. Je vous passe la définition pour sauter directement au débouché d'après l'étudiant. Archéologue, philosophe, Etc. etc. On a donc 305 000 connards dont le débouché principal est archéologue. La France a de beaux jours devant elle. En réalité, énormément d'étudiants suivent des cours pour rien. Ils n'ont aucune valeur ajoutée sur le marché. Primo, leur secteur d'études est inutile. Tu es certes doctorant bac plus 8, mais dans la vraie vie, tout le monde s'en fout que t'aies fait une thèse sur l'identité de genre. Sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme? Pardon? Et secondo, les études sont de plus en plus dévalorisées, car tout le monde en fait. Comment te démarquer avec ton bac plus 3 quand tout le monde a un bac plus 5? Finalement, énormément d'étudiants ont juste passé 3 à 5 ans pour rien. Ils ont juste maîtrisé 2 compétences de clochard, à savoir faire la tournée des bars chaque soir de la semaine, et connaître par cœur le processus d'inscription au Crous pour toucher la bourse. Ces années n'ont servi qu'à leur donner un style et un statut social bancal. On assiste à une surenchère pour essayer de se démarquer. Ma licence ne sert à rien, donc je vais suivre un master qui ne sert à rien pour compléter mon CV. Cette escalade met de côté les formations courtes ou réellement utiles et professionnalisantes. Évidemment, je ne remets pas en question toutes les études longues. On ne devient ni médecin ni ingénieur en 2 ans après le bac. Surtout quand on voit le niveau au lycée, il faut pouvoir compenser derrière. Ce que je remets en question, c'est toutes les années passées par certains à suivre des cours et des études inutiles. Un adulte, c'est quelqu'un qui fait preuve d'équilibre et de maturité. Mais comment être mature et équilibré quand à presque 25 ans, on n'a connu que l'école? Comment se connaître lorsqu'on n'a jamais eu de responsabilité, d'indépendance, de relations amoureuses sérieuses, quand on n'a pas travaillé et payé des impôts? Résultat, combien de jeunes adultes ne sont même pas autonomes? Combien ont besoin d'être biberonnés? Combien comptent sur la société et l'État plutôt que sur eux-mêmes? Aujourd'hui, l'adulte de base n'est qu'une coquille vide, dénué d'esprit critique, il vivote sans repère. Ni libre ni indépendant, il est rassuré lorsqu'on lui indique la marche à suivre. À défaut de réfléchir par lui-même, il est sans cesse influencé et manipulé. Et il s'en contente, car faire des choix le terrorise. Rien de pire que d'avoir à assumer ses propres décisions. En se laissant balloter par des idéologies, il s'affranchit de toute responsabilité. Il a bien retenu une chose de l'école, c'est que personne ne l'inquiétera s'il fait ce qu'on attend de lui. Même si le but reste de transmettre les savoirs et compétences de base, le résultat n'y est pas du tout, et les objectifs sont loin d'être atteints. Dans ces conditions, nous pouvons nous attendre à ce que le patron tape du poing sur la table. Face à ce niveau déplorable, le gouvernement a forcément mis en place des mesures drastiques pour améliorer les résultats, surtout lorsqu'on entend sans cesse « le savoir est une arme ». Je vais vous énumérer 2 priorités de l'éducation nationale, l'égalité homme-femme et le remplacement du sexe par le genre, avec éducation sexuelle aux enfants, mais j'y reviendrai. Vous voulez que je vous dise la seule véritable action que font les membres du gouvernement au sujet de l'éducation? Ils mettent leurs enfants dans le privé. On va aller sur le champ du personnel. Eh bien allons-y, je vais vous raconter brièvement cette histoire de notre aîné à l'école publique. La frustration, et à un moment on en a eu marre, et chercher une solution différente. Scolariser nos enfants à Stanislas, nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Bien allons-y. Oh, bah c'est un peu triste parce que l'autre c'est une pute. Pendant ce temps, les pauvres vont là où la rigidité de la carte scolaire leur dit d'aller. Leurs enfants pourront suivre un programme scolaire élaboré par l'OMS puis copié par le gouvernement, incluant l'éducation sexuelle. Je ne vais pas tout lister car ce serait long et fastidieux, mais sachez que le programme commence pour des mômes de 3 ans. Cet enseignement sert les intérêts de je ne sais qui, mais certainement pas des enfants qui sont encore trop jeunes pour entrer dans le registre de la sexualité. Honnêtement, ce sujet est très important et je ne peux me résoudre à en parler trop en surface. Pour le bien de cette vidéo, je passe au sujet suivant. Pourquoi pas garder celui-ci pour une prochaine fois? On peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes. Moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. En guise de conclusion, et puisque personne dans le ministère de l'Éducation n'est foutu de bosser, je vais proposer en vrac des pistes d'amélioration. Vous vous souvenez qu'on a commencé cette vidéo par un état des lieux via le classement PISA. La question normale à se poser est quelle est la méthode du premier? Que fait-il que nous ne faisons pas pour être au top? En haut du classement, nous trouvons Singapour. Comme c'est une cité-état, je pars du principe que la comparaison grossière avec la France n'est pas possible. Nous allons étudier le deuxième, c'est-à-dire le Japon. La structure d'éducation jusqu'à 18 ans est comparable à la nôtre. École élémentaire, collège, puis lycée. Mais contrairement à nous, l'équivalent de leur bac ne rigole pas. Il s'agit en fait d'un concours déguisé qui déterminera leur parcours dans les études supérieures. En parallèle, durant toute la scolarité, l'attitude et l'état d'esprit ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Pendant qu'ici, nous abandonnons les notes au profit de couleurs,
afin de protéger les mauvais élèves. Là-bas, non seulement ils sont bien notés, mais en plus les résultats sont affichés par ordre croissant dans les classes. Autant vous dire que la compétition est rude. Pour autant, l'ambiance générale n'en pâtit pas, car l'ensemble de la classe est tiré vers le haut plutôt que nivelé par le bas. Tradition et discipline sont également omniprésentes. La hiérarchie entre élèves, professeurs et proviseurs est marquée et ferme. Le respect est mutuel, mais la hiérarchie unilatérale. Vous vous souvenez, en France, la dépense cumulative par élève sur toutes les années d'enseignement entre 6 et 15 ans atteint 109 600 $. Au Japon, 101 400 $. Ça reste évidemment élevé, mais pour le coup, le retour sur investissement est bien meilleur. Une autre différence entre le Japon et la France, là-bas, tous les établissements ne sont pas mixtes. Alors j'avoue ne pas réussir à avoir une opinion claire là-dessus, mais objectivement, la question de mixité a du sens. Même s'il y a de nombreuses raisons de mélanger filles et garçons, il y en a aussi dans l'autre sens. Déjà, on va à l'école pour apprendre, et pas pour flirter ou faire le cake devant les meufs. Mais aussi parce que les filles et les garçons n'apprennent en général pas pareil. Tandis que les unes préfèrent l'apprentissage par la mémorisation, les uns préféreront l'apprentissage par la pratique. De toute manière, on le constate avec les chiffres. Les résultats des filles et des garçons sont différents, or ils suivent les mêmes cours. Donc leur capacité à réagir, absorber et restituer un cours sont différentes. Partant de ce constat, et dans un souci d'optimisation, il est normal de se demander s'il n'est pas plus intelligent de personnaliser les méthodes d'enseignement au sexe. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tu n'es pas qualifié du tout. Globalement, vous l'avez compris dans cette vidéo, le système éducatif français est dans une belle merde. Nous avons balayé le niveau catastrophique, l'impact et la responsabilité des profs. Nous avons vu en quoi l'âge adulte était non seulement repoussé, mais peut n'être jamais totalement atteint par certains. Nous avons listé quelques éléments d'amélioration et pistes à envisager pour corriger le système. Malheureusement, bon nombre de sujets n'ont pas été traités. Dans le chapitre sur les profs, j'aurais voulu considérer leur réaction à la crise du Covid. Rappelez-vous, certains parquaient les enfants seuls. J'aurais également souhaité m'attarder sur les ignobles projets d'éducation sexuelle dès 3 ans. Malheureusement, pour que cette vidéo sorte un jour, il faut que son écriture s'achève. Maintenant que vous avez passé 20 minutes avec moi, vous avez deux possibilités. Quitter cette vidéo parce que vous êtes des connards, ou m'écouter 1 minute de plus. L'avantage de produire du contenu qui dépasse 30 secondes, c'est qu'à la fin, le public est capable de se concentrer un minimum. Si vous m'entendez encore, c'est que vous faites partie de cette élite. Mais je souhaite vous responsabiliser. Je pense que cette chaîne et le personnage ont du potentiel. Je pense qu'on peut en faire quelque chose. C'est là que votre responsabilité rentre en jeu. Lors de l'écriture, nous ne sommes que quelques milliers. Si nous ne nous serrons pas les coudes maintenant, nous le ferons jamais. Si vous ne vous impliquez pas aujourd'hui, vous ne le ferez jamais. Mais sachez que chaque partage m'aidera, chaque vue me poussera, chaque commentaire me permettra d'avancer et d'améliorer la chaîne. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.